Néo-féminisme radical, antiracisme, sauce Adama Traoré, décolonialiste, tous ces mouvements partagent un point commun, c'est le sentiment que les minorités sont victimes d'oppression et qu'il faut reconstruire la société et les individus qui la composent pour y mettre un terme. Le terme culture woke, ou culture conscientisée en français, est alors apparu pour englober ces différents courants de pensée. Alors comme beaucoup d'articles et de vidéos ont déjà traité certains aspects de la culture woke, notamment le féminisme ou l'antiracisme, nous ne traiterons pas l'ensemble des débats qu'elle a pu susciter, mais nous nous attacherons plutôt à comprendre comment elle change les rapports sociaux entre individus et pourquoi elle présente un danger inédit pour la liberté individuelle. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la notion de culture woke, sachez que Wikipédia l'a définie comme un terme apparu dans les années 2010 aux États-Unis pour décrire un état d'esprit militant et combatif pour la protection des minorités et contre le racisme. Il dérive du verbe wake, réveiller en anglais, pour décrire un état d'éveil face à l'injustice. Insistons sur l'ambivalence de cette notion. D'un côté, elle désigne un ensemble de combats en apparence assez nobles, comme la lutte pour le droit des femmes ou contre le racisme. Mais ce terme a été tellement tourné en dérision, même par des personnalités généralement considérées comme progressistes, comme Barack Obama, qu'il a aujourd'hui une connotation péjorative. You're always politically woke and all that stuff. You should get over that quickly. The world is messy. There are ambiguities. Alors, que reproche-t-on précisément à la culture woke? Premièrement, la culture woke provoque une polarisation du débat politique, à cause de ses prises de position sans concession d'une part, mais aussi parce qu'elle relance les débats d'un autre temps, comme les rapports entre les races. C'est évidemment du pain béni pour l'extrême droite qui est ravi que ces thèmes de prédilection reviennent au goût du jour. C'est ainsi que l'on se perd dans des débats surréalistes où on se demande par exemple si les pansements sont racistes parce qu'ils sont blancs. Mais le problème est surtout que le débat est souvent impossible, car si jamais vous vous risquez à tenter de contredire un interlocuteur woke, ou même simplement à apporter une nuance, il y a de bonnes chances que vous soyez immédiatement catalogué de raciste ou de misogyne. Et en fait, ça n'a rien de surprenant. Rappelez-vous que la personne en face de vous est conscientisée, quasiment frappée par la divine lumière de la connaissance. Elle est donc d'emblée dans une posture intellectuelle et morale supérieure à la vôtre. Vous n'êtes donc pas dans le rôle d'une personne avec qui l'on débat, mais plutôt dans celui d'un enfant qu'il convient d'éduquer. Et si vous vous obstinez, il faudra vous faire taire, car vos propos seront qualifiés de problématiques, c'est-à-dire, je traduis, qu'ils pourraient potentiellement heurter des minorités. Et cela va même plus loin, puisque la personne en face de vous est persuadée de défendre une cause noble, comme l'antiracisme ou le droit des femmes. Si vous avez la moindre objection, c'est nécessairement que vous êtes raciste ou misogyne. Et à ce titre, vous ne devriez même pas avoir le droit de vous exprimer. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Hannah Arendt synthétisait à merveille. Le bien absolu est à peine moins dangereux que le mal absolu, car on ne discute pas avec le bien absolu. Mais là où le phénomène est particulièrement pernicieux, c'est que la censure ne vient pas toujours des militants, mais parfois de leurs opposants eux-mêmes. En effet, à cause de ce procédé malhonnête, de nombreuses personnes refusent le débat d'elles-mêmes, par peur de se faire cataloguer de racistes ou de misogynes et voir leur réputation bafouée. Et honnêtement, comment leur reprocher? Avec les réseaux sociaux, il est devenu si facile de détruire la réputation de quelqu'un. Pourquoi prendre un tel risque pour un débat souvent inutile? Le plus paradoxal, c'est qu'en réalité, il est possible qu'un grand nombre de personnes auraient été d'accord avec vous, auraient été d'accord avec votre objection. Mais comme personne n'ose l'affirmer publiquement, vous ne le saurez jamais. Cette opposition entre opinion privée et opinion publique avait déjà été découverte par le chercheur Timur Kuran, qui décrit comme la falsification des préférences face à la pression sociale. Une objection que vous pourriez me faire à cet instant est que ces militants progressistes ne sont pas une force politique majeure et que son pouvoir de nuisance est donc limité. C'est pourtant exactement le raisonnement inverse qu'il faudrait tenir. Alors qu'ils sont largement minoritaires, ces militants ont déjà un pouvoir de nuisance qui est absolument terrifiant. Plus encore, ils arrivent dans une période de vide politique, les partis traditionnels sont à l'agonie et ils mettent en place un contexte idéal au développement d'un État et même d'une socialité totalitaire. Essayons de comprendre comment au travers d'une petite expérience de pensée. Imaginons que le ministère de l'égalité homme-femme décide de mettre en place des quotas pour favoriser l'insertion des femmes dans les écoles d'ingénieurs. Alors si grâce à cette mesure, dans les écoles d'ingénieurs on compte désormais à peu près le même nombre d'étudiants que d'étudiantes, on observe quand même un certain nombre d'effets pervers. Les étudiants ont déjà peu de considération pour leurs homologues féminins et ils leur rappellent régulièrement que le concours n'était pas équitable. Les recruteurs, quant à eux, recrutent davantage de garçons pour un meilleur salaire, car ils savent que le concours était plus difficile pour eux. Scandalisés, les militants woke font pression pour imposer des cours sur le genre dans les écoles d'ingénieurs, ainsi que pour instaurer des quotas dans les entreprises. Tout ceci a pour conséquence immédiate de faire naître un puissant sentiment de rejet à l'égard des femmes dans les écoles d'ingénieurs et dans les milieux scientifiques, que ce soit par des prises de parole ou par des actes. Ces actes sont évidemment dénoncés avec une grande virulence par les militants féministes qui réclament une action toujours plus ferme de la part de l'État. Le piège se referme alors. Non seulement personne n'ose s'opposer à ces mesures, mais la surveillance d'éventuels dissidents n'est pas effectuée par l'État, mais par les citoyens eux-mêmes. L'État, soutenu par une société devenue totalitaire, réprime toujours plus sa liberté à la demande même de ses citoyens, pour résoudre toujours plus de problèmes qu'il aura à chaque fois lui-même créés. Si vous pensez que j'exagère, que cela ne repose que sur des spéculations, renseignez-vous sur ce qui passe actuellement aux États-Unis et plus particulièrement sur le campus d'Evergreen. Les mêmes dérives arrivent sur les campus de Sciences Po, où les étudiants placardent tranquillement les noms des professeurs qui osent exprimer un avis pas assez progressiste à leur goût. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
Personnellement, ça me rappelle quelques souvenirs, mais on me dit dans l'oreillette que je ne suis pas assez à gauche pour faire ce genre de réflexion. Rappelez-vous, il vous suffira de petites lâchetés pour perdre votre liberté, mais il faudra ensuite un grand courage pour la retrouver une fois perdue. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et à très vite.